Le parcours des guerrières. Salut les guerrières, salut les guerriers, bienvenue à cette première édition de la deuxième saison du Parcours des guerrières. Le Parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Ma guerrière, pour cette première édition, possède un diplôme d'ingénieur biomédical qu'elle a obtenu, ma foi, partout, France, Italie, États-Unis, Québec. En plus d'être une génie, au sens littéral, elle est une patineuse de roues alignées de vitesse aguerrie, ayant obtenu le titre de vice-championne mondiale il y a quelques années. Je vous invite à découvrir avec moi cette personne à l'énergie débordante et au positivisme sans retenue, Anaïs Laurent. Anaïs, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va bien? Ça va, ça va. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté d'être ma première invitée pour la saison 2 du Parcours des guerrières. J'espère qu'on va passer une belle soirée ensemble. J'en suis sûre, j'en suis sûre. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais avec toi, c'est, comme l'indique le nom de l'émission, en fait, faire un peu le parcours de ta vie, question de voir quelle guerrière tu es, qu'est-ce que tu as fait, et surtout aussi, où est-ce que tu vas aller dans les prochaines années. Donc, on va parler essentiellement là, de génie, ainsi que de roller ou de sport, en fait, qui sont de ce que j'ai compris, mais tu pourras me corriger éventuellement, tes plus grandes passions actuellement. C'est plutôt le cas, oui. Commençons par le commencement. Je pense que au niveau de la carrière professionnelle et académique, donc génie biomédical, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, mais surtout, qu'est-ce qui t'a amené dans le génie biomédical à la base? Alors, génie biomédical, c'est pour moi un génie qui permet de recouper plusieurs spécialités différentes, que ce soit la médecine, la mécanique, l'électronique. Évidemment, quand on parle de mécanique, là, on parle pas des automobiles et tout, là, c'est ça? Oui, non, c'est vraiment les efforts mécaniques, c'est ça, les matériaux en fait en tant que tels. Et c'est un regroupement de toutes ces matières-là pour au final dans mon cas en tout cas, faire un dispositif médical pour aider un chirurgien, pour améliorer la vie d'un patient. Et donc, quand j'étais plus jeune, j'ai longuement hésité à faire médecine ou ingénieur. Et vraiment, génie biomédical, c'était la combinaison parfaite en fait des deux. Donc voilà, c'est tout naturellement que je me suis lancée là-dedans. D'accord. Donc quand tu dis que tu hésitais entre génie et médecine, c'est génie de façon générale, pas nécessairement génie biomédical, mais tu t'es rendu compte que la version biomédicale était particulièrement intéressante. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça. J'ai toujours été tournée vers les sciences. J'adorais tout ce qui était biologie, physique. Les maths, un petit peu moins. D'accord. Mais, Pourtant, mais c'est ça. j'ai l'impression que ingénieur et mathématiques, ça va quand même bien ensemble. Oui, il y a beaucoup de physique aussi. Ah oui, en fait, c'est ça. Mais t'aimais la physique, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, J'adorais la c'est quoi? C'est physique. la partie concrète qui t'intéressait? Oui, oui, vraiment, le concret, ouais, c'est ce que je préfère. Et tout ce qui est théorique, faut toujours connaître la théorie Mhm. bah, pour comprendre ce qui se passe. Mais la partie pratique, ça me plaisait plus quand même. D'accord. Et donc, j'ai lu certains de tes projets. En fait, à chaque fois qu'on lit des projets, je trouve, d'ingénieur biomédical, parce qu'évidemment, on en voit passer souvent au laboratoire, Mhm. je trouve toujours que vous avez des projets vraiment cool. Même quand c'est des projets d'études, ça reste des projets vraiment intéressants. J'ai noté Mm. ici un truc avec les otorhinolaryngologistes. En quoi ça Ah consistait? oui. En fait, c'était pendant un stage ingénieur que j'avais fait à Berlin. Donc, c'était 6 mois. Et je devais travailler sur l'insertion d'un implant dans les cordes vocales.
Donc, D'accord. une fois, enfin, si quelqu'un a un problème dans les cordes vocales et qu'on doit lui mettre un implant dedans, c'est savoir comment mettre ce microscopique implant, pouvoir l'insérer. Est-ce que ça veut Et dire que dans tes temps libres, tu as inséré des choses dans les gorges des gens, c'est ça? non. D'accord, donc ça restait fait par des otorhinolaryngologistes. C'est ça, oui. D'accord. J'ai, en fait, j'avais parlé du fait que les projets sont tellement intéressants justement parce que je trouve ça tellement aussi varié. Donc là, il y a quelque chose aussi sur la mesure en rollerblade. Donc ça semble être un peu à l'extérieur là, évidemment du biomédical, mais il y a aussi la fatigue neuromusculaire, chose sur laquelle tu as travaillé là, durant ta maîtrise. Euh, C'est ça. est-ce que les projets sur lesquels tu as travaillé étaient généralement des projets que tu choisissais par avance ou plutôt c'est en t'intégrant à une équipe que tu avais un projet sur lequel tu étais plus assigné? Donc, si c'est plus en m'intégrant à l'équipe que j'avais un projet qui m'était assigné. Mais après, l'équipe de base, c'est moi qui la choisissais. Mhm. Et je savais un peu quel était le contexte et qu'est-ce que chaque équipe faisait. Après, le projet spécifique, ça se fait plus sur le tas, en fait. D'accord. Et en quoi ça consiste la fatigue neuromusculaire? La fatigue neuromusculaire, donc dans mon cas, c'était sur une répétition de mouvements. Donc, si une personne fait trop de mouvements dans le même mouvement, au bout d'un moment, elle peut se fatiguer musculairement. Et bon, pour simplifier vraiment la chose, ça peut amener à des blessures. Et moi, je voulais travailler là-dessus parce que c'est ça, par mon passé de sportive, il fallait tout le temps que je répète les mêmes mouvements, donc que je me Mhm. fatiguais. Et puis, il y a vraiment beaucoup de blessures qui apparaissent. Donc, moi, je voulais axer mon projet plutôt sur la prévention de blessures à la longue. Super intéressant. Est-ce que ça signifie que tu es blessé également de ton sport? Oui, un Euh, petit peu, euh, je- malheureusement. Est-ce que c'est évitable? C'est peut-être une question piège, là. Est-ce que c'est évitable de se blesser à l'intérieur du sport? On reviendra là, sur la partie sportive plus tard, mais je suis quand même curieux puisque la porte est ouverte. En quel sens est-ce que tu pourrais Est-ce, est-ce que, reformuler est-ce que c'est presque tous les sportifs qui sont blessés ou il y a une forte majorité qui réussissent à ne pas se blesser? Pour moi, tous les sportifs sont blessés. D'accord. Tous les sportifs ont. Après, la blessure, elle est plus ou moins avancée, mais tous les sportifs doivent vraiment faire attention à certaines blessures qui peuvent apparaître assez souvent. Mhm. Ouais, Donc c'est malheureusement. plus une mitigation. On essaie d'avoir moins de blessures plutôt que pas de blessures, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, D'accord, effectivement. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres projets cool sur lesquels tu penses actuellement que tu as travaillé par le passé? Ça peut même être des projets actuels. Mais là, je sais que tu es en industrie, donc peut-être que tu n'as pas le droit de parler de tes projets actuels. Je peux pas aller dans le détail vraiment du projet, mais en tout cas, je peux te dire sur quoi je travaille. C'est donc sur des robots chirurgicaux qui aident, à assistante chirurgicale pour aider le chirurgien à faire ses remplacements orthopédiques. Et D'accord. du coup, c'est vraiment intéressant parce que ça mêle plein de catégories différentes. Donc, tout ce qui est l'aspect mécanique, l'aspect software, même prendre le point de vue du chirurgien, savoir pourquoi il préférerait avoir son instrument, son robot plus comme ci ou plus comme ça. Et c'est Mhm. vraiment. D'inclure les préférences individuelles, c'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ça. Mm. Ouais, ça doit pas être très facile, ça. C'est c'est pas facile, il faut savoir faire des compromis. Mais, mais en tout cas, c'est vraiment là, pour le coup, on se sent vraiment au cœur de la médecine et c'est vraiment ce qui me plaît. Donc, Ça me fait poser la question d'ailleurs, d'après toi, c'est quoi les qualités nécessaires pour devenir une ingénieure qualifiée, une bonne ingénieure? pour moi,
Donc l'aspect humain, il est très important dedans. Savoir travailler en équipe, c'est super important. Aussi, il faut savoir prendre du recul et être quand même travailleur. En tout cas, les études pour devenir ingénieur sont pas très faciles. Donc au début, ça passe par des phases où enfin là, ça va être d'un point de vue très scolaire, mais on a difficilement la moyenne. Et puis après, vraiment, à force de comprendre comment travailler et comment faire les choses, comprendre ce qu'on nous demande et ce dont on doit apprendre, en travaillant, ça se passe bien. J'aime le fait que tu as parlé de travail d'équipe. Je pense que l'image qu'on a de quelqu'un qui est en ingénierie, c'est quelqu'un qui travaille sur ses trucs à lui. Est-ce que, en fait, je dis ça, au moment où je le dis, je me rends compte que peut-être pas tout à fait vrai. Moi, évidemment, j'ai plutôt l'image d'un ingénieur dans une usine en train d'usiner des choses. Et c'est vrai que ça reste un travail d'équipe, mais ça m'avait jamais frappé jusqu'à ce que tu le mentionnes. Je trouve ça bien comme vision. Est-ce que ton travail est plutôt matériel ou il est plutôt informatisé? Je dirais que j'ai vraiment de la chance parce que c'est assez proportionné. C'est pas que informatisé. Je dois aussi faire des choses avec mes mains. D'accord. Et ça, c'est vraiment un aspect qui me plaisait, enfin qui me plaît encore. Uhum. Mais après, c'est vrai que bon, maintenant, avec les technologies, etc., c'est beaucoup plus sur l'ordinateur. Mais en tout cas, on doit mettre les mains dans le cambouis parfois. J'adore cette expression-là. Ton choix d'aller travailler finalement en industrie, ça se fait entre guillemets aux dépens d'un travail académique. Est-ce que tu avais une raison pour laquelle tu as choisi le travail académique plutôt que le travail industriel plutôt que le travail académique? Maintenant, quand j'y pense, je j'aurais pas de raison. Enfin, tout de suite là maintenant, j'ai pas de raison à donner. Mais je sais que j'ai toujours voulu aller en industrie. Et en fait, l'académique, ça m'a. En fait, ouais, depuis que j'ai commencé mes études, j'ai jamais été portée vers l'académique. Et c'est en arrivant ici que on m'a montré, enfin, que j'ai fait plus d'académique, entre guillemets. J'ai Mhm. vraiment travaillé en recherche. Mais c'est vrai que ouais, je saurais pas trop répondre pourquoi, Mais mais c'est bien. Ça mmh, peut être simplement une intuition également c'est d'avoir une attirance particulière probablement si je peux peut-être donner une hypothèse, peut-être que le travail académique est moins terrain et moins justement mettre les mains dans la chose. Est-ce que c'est effectivement le cas? effectivement, oui. Effectivement, c'est vrai que pendant ma maîtrise, j'ai fait un stage par exemple au Chili et je devais travailler avec des kinés, des physios, pardon, Mhm. et également avec des patients. Et le fait d'être sur le terrain et de voir l'application directe de ce sur quoi on travaillait, Hmm. c'était quand même plus motivant de mon Uh-huh. côté en tout cas. Il y a quelque chose, Mais il y a quelque chose de motivant de voir le résultat directement, probablement. Ouais. ouais. C'est peut-être une question difficile à répondre, mais si t'avais, s'il y a des gens ici qui écoutent, qui sont des petites filles en devenir, de devenir ingénieurs, est-ce que tu as un conseil à leur donner, peut-être à quoi s'intéresser, si tu as des chaînes YouTube que tu regardes, ce genre de choses-là, associées à l'ingénierie? Moi, je regarde pas forcément des chaînes YouTube en particulier, sur la science en tout cas. Mais par contre, vraiment, j'essaye de m'ouvrir le plus possible à la connaissance. Dès qu'il y a quelque chose que je comprends pas, j'ai vraiment envie de savoir pourquoi ça existe, comment ça fonctionne. Et vraiment, il faut être très curieux, curieuse. Mhm. Et c'est le meilleur conseil que je pourrais Donc, donner pour le moment.
cultiver sa curiosité scientifique. C'est ça, oui. C'est vraiment... en fait, c'est probablement un conseil qui s'applique à beaucoup de choses, mais c'est vrai je pense qu'on le dit pas assez souvent. Donc, cultiver votre curiosité scientifique, c'est vraiment une excellente idée. Je mentionnais juste avant, je posais la question par rapport potentiellement aux filles qui voudraient devenir ingénieurs. Ça m'amène quand même à poser la question. L'ingénierie, ça reste un milieu d'hommes. Est-ce que ça a été difficile d'entrer en ingénierie puis de rester en ingénierie par rapport au genre? De mon côté, pas du tout. Vraiment, en fait, j'ai fait une école en France qui s'appelle l'UTC. C'est une école d'ingénieurs et il y avait 40% de filles et 60% de garçons en général. Donc D'accord. vraiment, c'était presque kiff-kiff. Uh-huh. Donc j'ai pas du tout été impactée par ça. Enfin, c'est ça. J'ai jamais vu vraiment de différence à être une fille. Et en plus, le fait de me tourner vers le biomédical, c'est vrai que il y a plus de filles, en tout cas, qui vont dans cette branche-là, plutôt D'accord. que, par exemple, en informatique, quoi. Est-ce que c'est l'équivalent aussi au travail? Au travail, je dirais que oui. Mhm. OK. Ça fait quand même plaisir à entendre. Oui, Ça semble être un changement de culture qui va dans la bonne direction, en tout cas. c'est vrai. Après, j'ai peut-être eu de la chance dans mon parcours, mais en tout cas, oui, c'est ça. On peut quand même se dire que généralement, quand on a de la chance, c'est qu'on l'a fait. On fait souvent notre propre chance. Donc, j'imagine que si la chance était là, c'est que tu y as participé. Peut-être dernière chose à discuter concernant directement là, ton travail ingénierie. Donc, tu as gradué il n'y a pas si longtemps. Et j'en profite d'ailleurs pour montrer une petite image de ta graduation. Et Merci. donc la graduation ici... La graduation ici, on voit que c'est fait de façon virtualisée. Donc, ben évidemment, hein, c'était durant la pandémie, c'était vraiment très récemment. Comment c'était une graduation virtuelle? C'est vrai que sur le coup, j'étais très déçue de la faire virtuellement parce que en plus, comme j'ai fait un double diplôme, j'ai gradué à la fois de mon école en France et à la fois de mon école à Montréal. Et au final, j'ai pu faire aucune graduation avec mes amis. Donc, Mhm. sur le coup, j'étais un peu déçue. Mais bon, au final, ça a été comme ça pour beaucoup de personnes. Et puis, on s'est rattrapé une fois que les restrictions ont été Donc tu as eu un peu... l'occasion de faire en présentiel quelque chose, c'est ce que tu dis? Oui, bah, une petite fête, ouais, c'est Mhm. ça. Mm. C'est quand même bien. Euh, Oui. je me posais la question quand même, est-ce que le fait que ce soit virtuel a eu un avantage, même si c'était dommage? Un avantage au niveau de ma présentation? Ben, peut-être ta Ou... présentation ou la présence de personnes qui auraient pu être outre-mer, par exemple. Est-ce que tu as pu être un peu plus proche de certaines personnes qui n'auraient pas pu venir autrement? Mais en fait, vu que c'était au tout début de la pandémie, Polytechnique a décidé de faire toutes les soutenances à huis clos. Ah ouais, Donc, d'accord. personne n'a pu participer à la présentation. Donc, ça a été plutôt, ouais, c'est ça, un peu dommage. Mais Ah bon. oui, donc il n'y a même pas eu le potentiel avantage de l'avoir fait Non, en virtuel. malheureusement, non. Dommage. Ben, j'ai pas la photo, mais on a une photo de toi aussi tout de suite après avec ton frère qui se félicite avec le champagne. Donc au moins, il y avait ton frère avec toi. C'est ça, c'est ça. Je lui ai imposé de venir chez moi. C'est bon, Il n'a pas eu le choix. c'était probablement une excellente idée. C'est ça, oui.
Je vois une question de Harem95 qui demande ce que aurait pu t'apporter le roller dans ton parcours professionnel. Je me devance moi-même parce que c'est évidemment une question que j'avais plus tard, mais je la prends tout de suite puisqu'effectivement, elle a du sens. Est-ce que tu penses que ce que tu as fait dans ton cheminement sportif a eu un avantage que tu peux encore utiliser aujourd'hui? Je pense que oui, clairement, le sport, ça m'a fait vraiment euh, aller dans les détails. Enfin, c'est ça, genre essayer de vraiment être le plus perfectionniste possible. Donc, ça a des avantages et des inconvénients, hein, bien sûr, mais vraiment de pas lâcher s'il y a un problème. Je me dis, sur le coup, c'est vrai que c'est un peu c'est embêtant, mais après, c'est ça, il faut pas lâcher, faut aller de l'avant, faut continuer et puis faut pas s'arrêter, quoi. Voilà. Je trouve ça excellent comme réponse. Tu vois, je pense que elle me serait même pas passée par la tête, mais je peux tellement, désolé, j'ai juste l'expression anglaise, là, relate à cette idée-là parce que en tant que musicien, on travaille aussi sur les détails. Mm. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression que le travail du détail me vient de cette formation-là qui nous pousse finalement à améliorer chaque détail en permanence, de jamais laisser passer quelque chose qu'on pourrait dire, Mm. ah, c'est peut-être pas si grave finalement, mais que ça va coûter, dans ton cas, quelques centièmes qui pourraient être importants pour décrocher une victoire versus une deuxième ou troisième place. Ouais. Mhm. Merci pour la question, Harem. Je nous sors tranquillement du côté de Génie pour faire une petite aparté parce que tu as mentionné déjà Berlin, Chili, mais tu es allé à tellement d'autres endroits. Tu es au moins allé, bon, évidemment en France, d'où tu viens, Italie, Allemagne, États-Unis, Montréal. Est-ce que tous ces endroits-là t'ont apporté quelque chose d'important? Ah bah ça c'est sûr, hein. Bon, déjà il y a la langue, la découverte d'une culture différente, rencontrer des personnes, c'est ça, surtout rencontrer des personnes d'horizons différents et qui ont chacune vécu des expériences différentes ou qui même dans leur vie de tous les jours vivent différemment et vraiment c'est une richesse que j'adore et si je pouvais déménager tous les 6 mois, je le ferais. Enfin, Un pays à peut-être pas chaque 6 mois. maintenant, mais vraiment, ouais, vraiment, j'adore voyager, j'adore rencontrer des personnes différentes. Bah, après, parfois, je suis un peu timide, réservée, donc c'est le fait aussi Mhm. d'aller vivre en Italie. Donc, en Italie, je suis allée vivre toute seule quand j'avais 19 ans. Et il y avait de l'université, il y avait que moi, donc j'étais obligée de m'intégrer là-bas, de m'intégrer et de rencontrer des nouvelles personnes. Et ça m'a vraiment apporté du positif parce que maintenant je suis plus à l'aise pour rencontrer des personnes, pour m'affirmer, donner mon point de vue. Et je pense que c'est grâce à ça Donc, que l'expression les voilà, voyages forment la jeunesse, c'est tout à fait à propos. c'est ça, oui, tout à fait. Est-ce que, je pose la question parce que je l'ai vécu. Est-ce que, à un moment donné, puis probablement que c'est inévitable, t'étais à un endroit en te disant, mais pourquoi ils font comme ça? D'avoir une espèce de mal du pays, de dire, j'aimerais ça que ce soit comme chez moi actuellement. Ah ben, tout de suite là, j'aurais pas d'exemple en tête, mais c'est sûr que quand on est à l'étranger, au bout d'un moment, enfin parfois, c'est sûr, enfin on a le mal du pays, on a envie de revoir Mhm. sa famille, ses amis, mais j'aurais pas d'exemple en tête tout de suite là maintenant. Je pense que
C'est peut-être plus au niveau de la nourriture. Parfois, il y a D'accord. des combos un peu bizarres. On est là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tu t'es ennuyé des fromages des fois? Oui, bah, heureusement que mes parents sont là. Ils m'en envoient de temps en temps. Il y a des fromages qui se transfèrent, question qu'au Québec, on puisse en avoir suffisamment, c'est ça? C'est ça. Inversement, bon, je sais que c'est une question difficile, là, mais est-ce qu'il y a un endroit coup de cœur que tu as eu dans les endroits que tu as visités? Je dirais que bah, l'Italie, vraiment, j'adore ce pays. Mais en même temps, j'ai de la famille italienne. Donc, j'ai vécu aussi avec cette culture. Donc, c'est peut-être plus facile pour moi d'adorer ce pays. Mais vraiment, je pense toutes les expériences que j'ai eues et que j'ai faites, elles m'ont que apporté du positif. Donc, je dirais que chaque endroit aura toujours son défaut et ses avantages. Mhm. Et bah maintenant, le fait de vivre à l'étranger, je m'en rends compte plus facilement peut-être. Uh-huh. Donc, je savais que c'était une question un peu difficile de demander lequel on préfère parce que souvent on les aime tous d'une certaine Oui. façon. Avant de passer au sport, j'aimerais te poser une dernière question sur les voyages. Donc, tu es actuellement au Québec en même temps que ton frère. Est-ce que c'était prévu? Pas du tout, vraiment pas. Mon frère, il est arrivé avant moi au Québec. Et j'étais allée le voir, et puis j'étais allée le voir l'hiver d'ailleurs. Et je m'étais dit, mais comment fait-il pour vivre ici? Et en fait, c'est l'opportunité que j'ai eue de venir habiter à Montréal. C'est vraiment grâce à l'école et c'est vraiment le cursus scolaire qui m'a amenée ici. Parce que c'était celui qui m'ouvrait le plus d'opportunités, qui m'ouvrait le plus de portes et qui me plaisait le plus. Donc, après, c'est vrai que de savoir que mon frère était là, c'était, Ça c'est facilitait sûr le que choix. c'est ça, facilite le choix, effectivement. D'accord. Ben, d'ailleurs, on voit toute une fraternité ici, là. En tout cas, lui, il a l'air d'être aussi content de toi de t'avoir tout proche. J'aime bien l'embêter. Mais ça semble. Je sais pas pourquoi, mais dans cette photo-là, on imagine très bien qu'il va te rendre l'appareil bientôt d'une autre façon. D'une autre façon, tout à fait. On a parlé de génie biomédical, hein. Tu es une génie, puisqu'ingénieur, c'est le terme génie. Je me trompe pas, hein, on dit bien génie. On dit génie, après, bon, je l'utilise pas trop, je trouve ça... Mais j'adore ce terme, donc je l'utilise sans gêne. C'est bon. Euh, un peu de ton passage vers ici. J'aimerais reculer un peu dans ta vie maintenant et qu'on passe la prochaine 20 minutes, 30 minutes sur ce qui est une autre passion qui a rien à voir finalement avec l'ingénierie, qui est essentiellement le sport. Tout à l'heure, je te demandais des qualités là, que l'on devait avoir en tant qu'ingénieur. Et une que j'aimerais ajouter, c'est la détermination. Donc ici, là, on voit le regard de détermination durant ta course. Pourquoi le patin à roue alignée? Bah, au final, c'est parce que mon frère a commencé par ce sport et bah, quand j'étais petite, je voulais faire comme mon frère. D'accord. Donc, je me suis mise à faire du roller. Donc, c'est le grand frère qui a été l'instigateur de la chose. C'est ça, c'est ça. C'est un peu une histoire de famille, de toute façon. Tu as commencé relativement jeune. Ça ressemble à quoi la jeunesse d'Anaïs? La jeune Anaïs qui doit aller faire son sport, ça ressemble à quoi? Alors, quand j'étais jeune, je faisais plein de sports différents. Je faisais donc du roller, de la danse, du judo. Je pense que j'ai fait de la gym aussi. J'ai fait pas mal de voltige équestre. Donc, vraiment, je m'arrêtais jamais en termes de sport. J'avais toujours envie de bouger, d'aller à droite, à gauche. Et puis, au fur et à mesure, bah, ça s'est resserré. Et puis, j'ai fait roller et voltige équestre.
et D'accord. ensuite faire les deux enfin, au niveau entre guillemets, c'était trop dur. Du coup, j'ai choisi le roller. D'accord. C'est aux alentours de Mm. quel âge que tu te retrouves à faire que roller? Que du roller, c'est vers 15 ans, je dirais, 15-16 ans. D'accord. Donc, bien avancé déjà dans l'adolescence. Oui, oui. Est-ce que ça t'a demandé une discipline particulière? Tu sais, moi, mon adolescence, par exemple, elle s'est passée essentiellement au conservatoire. Donc, j'étais toujours là, j'étais toujours en train de pratiquer, de travailler les trucs. Et finalement, ça demande une discipline quand même assez intense. Est-ce que c'est la même chose dans le patin? Oui, enfin, en fait, je m'entraînais tous les jours. En tout cas, quand j'étais au lycée, je m'entraînais tous les jours. Donc, tous les jours, il fallait que j'aille au roller. Bah, Moi, je voulais vraiment continuer mes études en parallèle et du coup, bah, c'est ça, je pouvais pas avoir de retard dans mes cours, je pouvais Mhm. pas ne pas faire mes devoirs, par exemple. Donc, par rapport à ça, ça demande une discipline particulière, mais après, pour moi, c'était tellement naturel de faire les deux. Et enfin, les deux, quand je dis les deux, c'est le sport et les études. Et c'était tellement, enfin, j'aimais tellement en fait aller aux entraînements. Il y avait toutes mes amies. Mhm. C'est vraiment mes amis de toujours quoi. Enfin, et et du coup, c'était en fait quand j'allais aux entraînements, bah j'allais enfin m'amuser quoi. Et Ah, du donc, coup, c'est une discipline plus facile à entretenir quand c'est c'est agréable. c'est ça, oui, c'est ça. Je vais prendre cette question-là également. Merci, Arem, de poser des questions si intéressantes. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat, voyons. Pain au chocolat, donc on n'est pas dans la même équipe là-dessus. Ah. Éventuellement, tu es recruté ou je sais pas comment ça fonctionne, mais par l'équipe de France. En fait, justement, comment ça fonctionne le recrutement pour être dans l'équipe nationale? En fait, ça se passe par des compétitions, les championnats de France. On est classé en fonction de, enfin, on a un certain nombre de points en fonction de nos résultats pendant la compétition. Et c'est les personnes qui ont le plus de points enfin, qui ont le plus de points à la fin de l'année qui sont convoquées à un stage équipe de France. Et après, la sélection se fait pendant le stage équipe de France. D'accord. Une fois que tu es dans l'équipe, est-ce que c'est quelque chose de, entre guillemets, permanent ou il faut refaire à chaque année des compétitions pour y rester? Oui, à chaque année, faut faire les compétitions, les stages. Après, c'est vrai que si on était dans l'équipe de France et que l'entraîneur nous connaît mieux, bah, peut-être que c'est plus simple d'y aller l'année d'après. Il y a du Mais copinage un peu, là. ouais, mais dans l'ensemble, quand même, fallait être là, fallait être présent pendant les stages, fallait montrer qu'on n'avait pas perdu de niveau, quoi. D'accord. Ça rigole pas trop. Uh-huh. Et donc, évidemment, l'équipe de France, ça vient avec faire de la compétition. Est-ce que la partie compétition t'intéressait également ou c'était pas quelque chose qui te drivait tant? Je dirais que quand j'étais plus jeune, bon, j'avais pas très envie de faire de compétition. Vraiment, je voulais faire du roller plus pour m'amuser. Bah, faire du sport en général, plus pour m'amuser. Mais après, en fait, on avait la possibilité de voir les championnats d'Europe en streaming. Et quand je voyais les gens faire des compétitions au championnat d'Europe, je me disais, mais c'est génial. Enfin, j'ai trop envie de représenter mon pays. Vraiment, c'est vraiment un honneur. Et ça m'a donné un peu plus envie de faire de la compétition. D'accord. Et donc, ce côté compétitif, est-ce qu'il t'est resté jusqu'à aujourd'hui? Je pense que oui, j'ai toujours une petite pointe de compétitivité au fin fond de mon être. Après, je dirais que bah, c'est sûr que pour faire du haut niveau, il faut être compétitif. Évidemment. Mais je pense que je l'étais pas tant par rapport aux autres en général. D'accord. Donc, naturellement, un peu Mais moins compétitive, mais tout de même avec un fond de compétitivité. c'est ça.
ton rôle à l'intérieur de l'équipe, qu'est-ce que c'était? Je m'aventure dans un terrain que je connais pas du tout, mais ça ressemble à quoi une équipe de patins à roues alignées? Mais déjà, c'est un sport individuel, donc ça, faut quand même le garder en tête. Mais Individuel de la même façon que que le vélo est individuel, ou le vélo, on pourrait vraiment considérer que c'est un sport d'équipe? Non, bah, ça ressemble quand même pas mal au vélo. C'est vrai qu'en vélo, bah, il faut faire partie, en tout cas pour les courses de fond, il y a une équipe qui est là et tu as un leader les coéquipiers doivent aider le leader. Donc ça, on le retrouve au roller aussi. OK. Mais moi, j'ai fait du fond, mais je faisais pas mal de sprint aussi. Et en sprint, c'est vraiment chacun pour soi, quoi. D'accord. C'est le plus rapide qui gagne parce que c'est du contre-la-montre, en fait. Donc, oui. C'était sur combien de mètres que tu te spécialisais? Donc, moi, je faisais du 300 mètres, 500 mètres, 1000 mètres. Et là où j'ai eu mes meilleurs résultats, c'était sur le 500 mètres. D'accord. Et donc, dans le fond, l'idée de l'équipe de France, c'est plutôt au niveau des entraînements que ça se passe, c'est ça? C'est ça, au niveau des entraînements. Mais après, il y a quand même le collectif France qui est là. Et pendant un championnat, on sent qu'il y a quand même les personnes de ton équipe qui sont là pour te soutenir si, par exemple, je sais pas, il y a eu une chute ou en tout cas, on est quand même là pour s'encourager. Et quand quelqu'un de l'équipe de France gagne ou fait un podium ou quoi, c'est la folie. Parlant de podium, je vais prendre les quelques secondes quand même pour... j'ai eu de la difficulté à en choisir un en particulier. J'ai pris celle-ci parce que ça semble être une deuxième place et ça fait écho à ton vice-championnat, donc deuxième mondiaux. Ça, c'est les championnats de France. Je pense que c'était dans le sud de la France. Concernant le championnat du monde où tu termines deuxième, c'était quoi le sentiment de terminer vice-championne du monde? Pour cette course, donc c'était un relais donc, par équipe. D'accord. On était 3. Donc cette médaille, je la gagne avec Maëlan et Mounia. En fait, pendant tout ce championnat, sur les épreuves individuelles, j'étais pas loin du podium, mais pas sur le podium. Donc, d'accord. J'étais un peu frustrée, on va dire, de mon championnat, okay. Mais j'étais tellement contente parce que j'avais jamais été aussi forte. Et ça, c'était la dernière course que je faisais, à laquelle je participais. Donc, j'ai tout donné et en fait, moi, j'étais deuxième relayeuse, donc c'est pas moi qui ai fait le finish. Mais quand j'ai vu ma coéquipière passer la ligne d'arrivée, c'était très serré. Et sur le coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, on est 4e là. Parce que c'était serré jusqu'à la 4e place. C'est ça, c'était très serré. Mais en plus, vu que j'étais loin, je voyais, et pas dans un bon angle, en fait, pour moi, tout était sur la même ligne. Et j'étais très frustrée. J'étais là, mais c'est pas possible, encore une 4e place là. C'est vraiment. Et après, ma coéquipière est arrivée et elle a dit, mais là, on fait un podium, hein, on est première ou deuxième. Je disais, ah quoi? Mais comment c'est possible? Et du coup, quand le speaker a annoncé le résultat, mais en fait, je pense que sur le coup, j'ai pas réalisé. J'étais là, ok, c'est bien, mais c'est ça. J'ai vraiment pas réalisé. Ils annoncent dans quel ordre? Première place, deuxième place, troisième ou troisième, deuxième, première? Je me souviens plus. Ça dépend et vraiment, je me souviens plus. D'accord. Soit ils veulent garder le suspense ou soit ils veulent rassurer les gens le plus rapidement possible. C'est ça. C'est ça. Je posais la question parce que j'ai entendu quand même, je dirais assez régulièrement que la deuxième place, c'est une des pires positions parce que c'est pas gagné, mais on a l'impression en fait de pas avoir gagné, alors que troisième place, on est content d'être sur le podium. Est-ce que tu as vécu ça également?
Mais je dirais que j'ai pas fait souvent de troisième place. J'ai OK. souvent fait deuxième. C'est vrai que les premières fois, en fait, je dirais que la première fois où on fait un podium important, donc championnat de France, ensuite championnat d'Europe et ensuite championnat du monde. La première fois qu'on fait une médaille et qu'on est troisième ou deuxième, mais on est vraiment, Euphorique. oui, euphorique dans tous ces états. Après, quand on est, après, c'est vrai que si on fait plusieurs fois deuxième ou troisième, on est content, hein, c'est sûr, mais quand on gagne, c'est vraiment un sentiment très différent, effectivement. Aujourd'hui, est-ce que tu fais encore plein de rollers ou c'est moins présent dans ta vie? Non, aujourd'hui, c'est beaucoup moins présent. Déjà, j'ai eu pas mal de blessures, on en revient. Mhm. Et, euh, et ouais, j'avais vraiment besoin en fait de faire un break sur le sport parce que ça m'a pris beaucoup d'énergie. J'adore Mhm. ça, mais je pense que j'avais vraiment envie de m'ouvrir à d'autres choses. Je suis très curieuse et j'avais envie d'apprendre de nouvelles ça d'élargir mes horizons. Du coup, vu que ça me prend beaucoup de temps, je me suis dit, je préfère faire autre chose à fond et un peu arrêter le roller, D'accord. mettre ça de C'est- côté. je pose la question encore une fois parce que j'ai l'impression de pouvoir, j'ai juste le terme anglais pour ça, relate à ce que tu mentionnes. Donc, évidemment, de mon côté, c'est plutôt à la musique avec le violon. Mhm. Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu une relation amour-haine avec ton sport? Ah bah ça c'est sûr, hein. Un jour, t'es là, ouais, c'est le meilleur sport du monde, et l'autre jour, mais qu'est-ce que je fais encore là-dedans? D'accord. Ouais, La musique, on n'est pas les seuls à vivre ça, c'est ce que tu dis. c'est ça, oui. D'accord. J'ai sorti de l'équipe de France, mais j'avais quand même une question à poser avant que j'ai oubliée. Est-ce que tu as eu peur durant ça? Parce que j'ai regardé des vidéos, j'aurais tellement aimé ça, trouver une vidéo avec toi. J'en ai malheureusement pas trouvé pour les gens. Je suis désolé à la maison, je vous aurais envoyé ça avec plaisir. Mais j'en ai pas trouvé. J'ai cherché très fort, notamment la deuxième place au vice-championnat du monde. Je pense avoir trouvé même l'événement, les streams des événements, mais pas l'événement en particulier. Et juste à regarder, moi, ça me fait peur. Est-ce que tu ressentais la peur durant ton sport? Je dirais que quand j'étais petite, c'est vrai qu'on est un gros peloton, on est toutes les unes contre les autres, nos patins ils se touchent, parfois on trébuche un peu, etc. Mais quand j'étais petite, j'avais un petit peu peur du peloton. Ça, à chaque fois, je faisais passer du monde devant moi pour prendre la position. Mais après, au bout d'un moment, j'ai eu un peu un déclic et en fait, ça devenait vraiment un plaisir de slalomer entre les personnes, de D'accord. sauter un peu et vraiment, enfin, de ce point de vue-là, ça vient avec l'apprentissage, l'expérience. Euh, Après, c'est vrai que s'il y a une fille qui tombe devant toi, sur le coup, oui, t'as peur, t'es là, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Et puis t'essayes de sauter par-dessus ou quoi, mais ouais. C'est super intéressant. Est-ce que ce que tu veux dire, en fait, c'est que la peur est t'a quitté ou au contraire, elle était toujours un peu présente, mais que finalement, ça faisait partie du plaisir de la chose, carrément de l'avoir apprivoisé, puis d'avoir accepté que ça va faire partie du sport en question et que t'aimes ça comme ça? Ouais, je pense que ouais, c'est la deuxième option. Donc, ça Donc restait là. on apprend, oui, il y a une petite pointe toujours d'un peu de stress, de peur qui est là, et puis après, on arrive à mieux le gérer en tout cas. Et c'est surtout sur les chutes, j'imagine, là, le plus grand danger. Le danger, en termes de danger, oui, c'est les chutes. Après, c'est vrai que avant une course, on est toujours un peu stressé. On est là, j'ai vraiment envie de donner mon maximum. J'ai vraiment envie que ça se passe bien. Et puis, c'est quand même assez tactique. En tout cas, en termes pour les courses de fond, c'est assez tactique.
même les courses de sprint long 500 mètres, 1000 mètres, c'est quand même tactique. Du coup, faut être bien concentré et puis il faut donner son maximum. Il faut un peu déconnecter son cerveau quand même. D'accord, Mais d'accord. C'est comme faire une entrevue finalement. ouais, c'est ça. Sauf que ici on fait un marathon et toi t'es plutôt habitué au sprint. J'en profite pour faire un segue vers le prochain sujet que je voulais aborder. Je pense que c'est là où moi j'ai appris dans ma vie que tu faisais du roller ou du patin roue aligné. C'est sur le marathon qui avait été organisé en 2019. J'ai une dernière image là, pour les auditeurs du marathon en question. Donc, voici ce qui semble être le départ. Donc, je parlais de la peur tout à l'heure. Là. Je pense que j'aurais pas aimé être la personne au centre du groupe actuellement. Ouais, c'est vrai que ça chahute pas mal au milieu du groupe. Euh, En quoi consistait l'événement en question de marathon? Est-ce qu'il y avait une levée de fonds en même temps ou c'était simplement pour le plaisir de courir? Non, ouais, le marathon, donc c'était aussi pour organiser un gros événement au Canada pour promouvoir le roller au Canada parce que c'est pas très connu ici malheureusement. Mhm. Mais en même temps, on a fait une levée de fonds pour l'Institut de cardiologie de Montréal, l'ICM. Et c'est ça, les fonds reversés, on a reversé des fonds à cet institut-là pour, pour tout ce qui est la recherche sur la cardiologie et les arrêts cardiaques. Et voilà. Mhm. Donc, on voit bien aussi le lien entre le sport et l'Institut de cardiologie. Ça a un lien très fort là, de vouloir améliorer C'est son cœur ça, finalement. c'est ça, c'est ça. Je trouve ça vraiment, vraiment touchant de la part je le dis en tant que Québécois, que tu viennes ici et que tu organises un événement ou que tu fasses partie de l'organisation d'un événement appelons ça outre-mer, à l'extérieur de ton pays et pour une levée de fonds pour des organismes locaux. Est-ce que le sentiment qu'on a d'organiser quelque chose à l'extérieur, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu aurais eu les mêmes sentiments, peut-être, si ça avait été organisé en France ou ça aurait été différent dans l'approche? Donc déjà, juste, je voulais dire que moi j'ai très peu organisé par rapport aux autres personnes. Je pense notamment à mon frère qui a fait un travail énorme là-dessus. Et aussi à toutes les autres personnes du club, donc Pascal, Carole, Julie, etc. On les salue tous. Oui, c'est ça, on les salue. Pierra aussi. Et après, le fait d'organiser un événement qui n'est pas en France, donc mon pays natal, Mhm. ça m'a pas tant, je veux dire, ça m'a pas tant fait bizarre que ça, dans le sens où le club qui organisait le marathon est super accueillant et quand on y est dans ce club, au final, on se retrouve un peu comme chez soi. D'accord. Donc voilà, pas trop de dérangement de ce côté-là. Mais c'est très bien. Est-ce que les entraînements ont recommencé avec la pandémie? Les entraînements, en ce moment, c'est l'été, donc il n'y a pas d'entraînement, mais ça va bientôt reprendre. Je ne sais pas quand exactement, en septembre, je pense. Mais oui, avec les mesures sanitaires, en tout cas, ça va recommencer. Mais ça avait Ça probablement arrêté, hein, c'est ça? a arrêté pendant une certaine période. Enfin, les entraînements en physique ont arrêté. Après, on donnait quand même des cours en virtuel. Donc, moi, j'en ai donné sur le renfort musculaire, etc. Mais après, donc depuis peut-être mars, ouais, peut-être avril, mais je sais plus. Mars Ça de a cette année repris. et non de l'année tracée. Oui, c'est ça, c'est ça. Les entraînements ont repris en présentiel. Donc ça, D'accord. on pouvait repatiner en groupe. Si jamais ça intéresse les gens, c'est quoi le nom de l'organisme encore? Le VRL, c'est Vitesse Roller Laval.
Voilà, donc les gens de Montréal qui veulent s'y rendre, vous pouvez plus s'y rendre en rollerblade. Si vous voulez aller faire du roller à Laval, eh bien vous avez la possibilité de le faire. Moi, j'arrive à la fin de mes questions, Anaïs. Je te remercie grandement d'avoir été avec moi ce soir. J'espère que ça a été plaisant aussi de ton côté. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais mentionner aux gens, peut-être des projets à venir, peut-être une dernière question que j'ai laissée en suspens et que je voulais garder peut-être pour la toute fin. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels toi tu travailles qui ne sont ni associés à ce qu'on a discuté, donc l'ingénierie ou le rollerblade, là, que tu voudrais partager aux gens maintenant? Mais je me suis mis aux travaux manuels maintenant, à faire de la couture et du tricot. Et j'adore ça. Avoir su, je t'aurais amené mes tucs. Euh, J'ai commencé également en temps de pandémie le tricot. Ah ouais, Mhm. félicitations. Moi, mon dada, Mais c'est les tucs. j'en ai jamais fait. Moi, c'est les pulls. Les pulls, oh, wow, ok. Mais je t'assure que c'est largement plus compliqué faire un chandail que de faire une tuque. Donc, tu dis tricot et... Et couture. D'accord, Couture, ouais. donc tricot pour un chandail également? Tricot pour un chandail. Oui, c'est ça, chandail. Wow! Et en combien de temps tu fais un chandail? Bah, j'ai pris beaucoup de temps quand même. Oui, j'imagine. J'imagine bien. D'ailleurs, il y a Harim95 qui te demande si tu peux lui faire un tricot. Je ne sais pas si tu sais qui est Harim95. Si, je sais qui c'est. Bah, s'il est gentil avec moi, il en aura un. Sinon, non. Donc, le tricot, à condition d'être gentil, Harim. Et ce qui me semble être ton frère qui nous salue. Donc, on passe le salut également. Sur ce, Anaïs, je te souhaite une excellente soirée. Merci encore une fois d'avoir été avec moi ce soir. J'ai trouvé ça vraiment plaisant de te rencontrer d'une autre façon. Je te connais parce on a été ensemble, pardon, au laboratoire de simulation et modélisation du mouvement, mais on n'avait jamais vraiment pris le temps de se parler pendant 1 heure comme ça, je trouve. Et ça m'a vraiment fait plaisir là, de te rencontrer ce soir comme première invitée pour le parcours des guerrières. Bah, pareillement. Et puis, c'est ça. Moi, j'ai été très, très honorée quand j'ai reçu ton message. J'étais très surprise. Et ça m'a fait chaud au cœur. Merci à toi, Benjamin, pour tout. Et j'ai beaucoup apprécié cet échange. Vous venez d'entendre le premier épisode de la 2e saison du Parcours des guerrières avec Anaïs Laurent. Notre prochain rendez-vous sera avec Geneviève Provencher. Geneviève a travaillé une dizaine d'années en ressources humaines, puis a fondé la compagnie Flow, qui aide les travailleurs et travailleuses à la recherche d'emplois flexibles et d'un mode de vie plus équilibré. Sa mission? Rien de moins que de redéfinir le monde du travail. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du Parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.